Alors, cette partie conclusive de la séance de clôture de ce 105e Congrès des maires et présidents d'intercommunalité va commencer avec la lecture de la résolution générale par André Léniel, le premier vice-président délégué de l'AMF. Madame la Première ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les parlementaires, mes chers collègues, nous arrivons à la fin de ce congrès dense, ce congrès important avec plus de 10 000 congressistes, et nous voyons aujourd'hui une salle magnifique que vous remplissez et à laquelle vous donnez, j'allais dire, une âme. Je voudrais à ce moment saluer la réélection brillante de notre président David Lisnard. Je voudrais, si vous me le permettez, remercier les membres du bureau qui, ce matin, à l'unanimité, ont bien voulu me prolonger dans ma délicate mission de premier vice-président délégué de l'Association des maires de France. Il paraît que je suis éternel, j'ai lu ça parfois. Je voudrais vous rassurer, ça n'est pas vrai. Je vais maintenant, mes chers collègues, vous donner lecture de la résolution qui a été adoptée à l'unanimité par le bureau de l'Association des maires de France ce matin et qui, bien entendu, a été enrichi par les 39 débats qui ont eu lieu pendant les 3 jours de congrès que nous venons de vivre. Nous, maires et présidents d'intercommunalités, représentant la diversité de la France hexagonale et ultramarine, avons une nouvelle fois fait la preuve de notre puissante unité lors de ces 3 jours de congrès. C'est bien la passion que nous avons chacune et chacun en partage pour l'intérêt général et l'action communale qui nous permet de transcender les différences qui nous traversent. La réélection, je l'ai dit il y a quelques instants, à l'unanimité de notre président, de notre premier vice-président, de nos instances, est le signe d'une association vivante et dynamique qui a su trouver les moyens pour que s'expriment librement en son sein toutes les riches sensibilités politiques, géographiques, démographiques, sociologiques des communes de France. Animés par cette force, nous avons fait le choix de porter collectivement un message d'alerte à l'occasion de ce 105e Congrès des maires de France, en affirmant solennellement que quand les communes sont attaquées, c'est toute la République qui est menacée. Nous avons conscience que l'alerte est grave. À l'issue de ces 3 journées riches et pleines, à l'écoute des plus de 10 000 participants, au terme des 39 débats, un record, qui se sont tenus, nous avons fait la démonstration implacable que nos inquiétudes n'étaient pas imaginaires. Oui, les communes sont attaquées, leurs élus pris pour cible, leurs moyens d'action affaiblis, leur liberté entravée. Et oui, s'attaquant à son socle communal, c'est toute la République qui se trouve aujourd'hui menacée, si ce n'est en danger. Riche de tant d'atouts, notre pays traverse actuellement des crises multiples, économiques, sociales, écologiques, internationales, et mettant profondément en cause notre capacité à vivre ensemble dans un cadre apaisé et serein. Des droits fondamentaux, tels que le logement et la santé, sont mis en danger, minant le cœur de notre contrat social. La polarisation des opinions et la radicalisation des affrontements politiques touchent désormais tous les étages de l'action publique. Le rétrécissement du débat démocratique touchant la représentation nationale donne le spectacle d'un consensus introuvable. Les révoltes urbaines qui ont frappé notre pays l'été dernier
dans les zones urbaines, mais aussi, et c'est inédit, dans des territoires ruraux, sont le dernier symptôme d'un rejet grandissant des institutions, d'une société fracturée et d'une nation divisée. Il n'est pas anodin que des mairies, des écoles, des bibliothèques et plus largement des bâtiments publics aient été visés par cette violence croissante. Le contexte international fait par ailleurs office de catalyseur de nos tensions nationales en important souvent maladroitement et injustement des conflits internationaux donnant prise au déchaînement de haine ou de rancœurs enfuies. Tous ces épisodes de violence qui marquent les esprits et parfois malheureusement les corps sont la partie visible du mal-être démocratique qui gangrène notre pays. Alors, se répand à bas bruit un poison plus insidieux mais plus tenace, celui du découragement civique. Nous, maires, sommes aux premières loges pour mesurer cette tendance lourde qui conduit de plus en plus nos concitoyens à se détourner de la citoyenneté et de l'engagement public, affaiblissant ainsi nos collectivités. Si nous dressons un tableau grave de la situation, nous refusons pour autant de nous résigner. Nous restons résolument optimistes car nous faisons l'expérience chaque jour, dans chacune de nos communes, que le travail de proximité des 35 000 maires, des 500 000 élus du bloc communal, d'1,5 million d'agents territoriaux est un levier puissant pour remettre notre pays sur de bons rails. Notre message d'espoir, les communes ne sont pas un problème, elles sont souvent la solution. Alors que nous fêtons cette année les 20 ans de la révision constitutionnelle de 2003, qui a consacré le principe de subsidiarité et l'autonomie financière des collectivités, deux principes aujourd'hui battus en brèche, nous adressons solennellement au gouvernement cette résolution. Elle constitue le mandat d'action pour notre association, la seule représentative de l'ensemble des communes et intercommunalités de France. L'ambition que porte l'AMF pour une relance de la décentralisation et un approfondissement des libertés locales suppose l'abandon du mouvement de recentralisation en cours et la reconquête des libertés affaiblies, préalable à tout rétablissement de la confiance. Les recentralisations que nous connaissons, que nous dénonçons, sont multiples et étouffantes. Ce sont la succession de plans annoncés par le gouvernement et dont l'application repose en tout ou partie sur l'action des communes et des intercommunalités, sans qu'elles aient été véritablement associées en amont. Plan eau, vélo, école, chaleur, petite enfance. La logique est toujours la même, celle de politique publique qui suscite des attentes légitimes de la part de nos concitoyens et dont la mise en œuvre est déléguée à nos collectivités sans moyens correspondants au risque d'alimenter toujours plus la défiance populaire. Les transferts rampants, comme les digues ou le recul du trait de côte, qui échappent au principe constitutionnel de compensation, car le législateur, depuis 2003, a pris soin d'éviter de les qualifier de transferts de compétences. On nous parle à la place de transfert de gestion, transfert de responsabilité, autorité organisatrice. L'imagination des juristes est au pouvoir lorsqu'il permet à l'État d'échapper à l'obligation de compensation. La recentralisation passe aussi par le fait que la nécessaire transition écologique soit devenue un prétexte commode pour justifier le retour d'une tutelle de l'État sur les collectivités. Le ZAN en constitue l'illustration la plus frappante. Sous couvert de lutter contre l'artificialisation des sols, objectif indispensable que personne ne remet en cause, les maires se voient dessaisis de leur capacité à porter le développement de leur commune. Les avatars de cette recentralisation verte sont nombreux, comme en témoigne le retour en force de la fausse consigne des bouteilles en plastique, qui menace toute la filière du recyclage, ou encore les projets dits verts
d'industries dites vertes qui dépossèdent les maires de leur pouvoir d'urbanisme. La mode des fausses contractualisations, à l'instar des CRTE, qui surchargent les équipes municipales en aval, alimentant trop souvent la déception en amont. C'est aussi la rigidité de la construction intercommunale qui s'est éloignée de son esprit coopératif originel. Les transferts obligatoires comme sur l'eau et l'assainissement, le contournement des communes ou encore le refus de toutes les souplesses comme les compétences à la carte contribuent à rigidifier et donc à affaiblir les établissements publics de coopération intercommunale. Autre recentralisation, les mesures imposées aux communes sans avoir été dûment concertées avec les représentants des maires. Priorité donnée à l'avis du DAZEN sur celui du maire pour les écoles à rénover. Suppression du fonds de soutien aux activités périscolaires. Hausse du point de la fonction publique. Contrat d'engagement réciproque pour leur logement social dont sont écartées les communes. Trop d'exemples récents traduisent une volonté de marginaliser la commune. Le poids des normes, dont la multiplication enlise les énergies et retarde le développement de nos communes. Si le problème est malheureusement ancien, il tend à empirer. Le nombre de mots contenus dans notre stock normatif a presque doublé, près de 43 millions de mots, pour un total de 400 000 normes. Le Conseil national d'évaluation des normes évalue à 2,5 milliards d'euros le coût des normes pour la seule année 2022. Pour autant, nous refusons la fatalité et sommes convaincus qu'il est possible de mettre fin aux lois bavardes et aux réglementations tatillonnes. Citons enfin l'étouffement financier imposé aux communes, sans même attendre l'encadrement des dépenses prévues par la loi de programmation des finances publiques qui prévoit une baisse de 0,5% sous l'inflation. Le gouvernement a d'ores et déjà fait le choix de restreindre l'autonomie financière et fiscale des collectivités. Nationalisation de la taxe d'habitation, de la CVAE, dont la compensation n'est pas à la hauteur du manque à gagner. Refus d'indexer la DGF sur l'inflation, entraînant une perte sèche tous les ans sur toutes les collectivités, malgré pour certaines d'entre elles les apparences trompeuses en euros courants. Suppression des dispositifs de soutien contre la crise de l'énergie, alors qu'elle-même continue, dure encore, notamment pour les territoires liés par des contrats pluriannuels. Obligation d'établir des budgets d'hiver, sans parler du fléchage toujours plus dirigiste des dotations d'investissement. Toutes ces mesures, s'ajoutant à l'augmentation tendancielle des charges, resserrent massivement le garrot budgétaire imposé aux communes et intercommunalités de France. Et demain s'annonce la suppression de l'octroi de mer pour nos communes ultramarines, suppression dont l'effet serait aussi dévastateur que celle de la taxe d'habitation. Mes chers collègues, quelle liberté nous reste-t-il lorsque nous ne maîtrisons plus ni les recettes, ni progressivement l'affectation des dépenses? Bien sûr, et toujours de façon objective, l'AMF salue certaines avancées. Nous saluons les avancées législatives actuelles sur la revalorisation des secrétaires de mairie, largement inspirées des propositions de l'AMF, ou la possibilité pour les associations d'élus de se porter partie civile en cas d'agression. C'est malheureusement peu. Malgré les difficultés, nous ne renonçons jamais à faire entendre la voix des communes de France, parfois avec succès, comme avec la réintégration des dépenses d'aménagement de leur fonds de compensation de la TVA, ou encore la reconduction du programme Action Cœur de Ville. Néanmoins, en nous appuyant sur notre expérience des réalités locales, nous formulons des propositions concrètes pour engager la nécessaire relance de la décentralisation. Cette relance doit s'inscrire dans les principes fondateurs des lois de 1982-1984 qui ont été progressivement dévoyées. Nos propositions concernent
tous les leviers de l'action publique, allant de la révision constitutionnelle au changement de culture administrative, en passant par des changements de la loi. Elles peuvent être mises en place, mises en œuvre dès demain, si la volonté politique est au rendez-vous et si un cap clair est fixé. Il n'est pas besoin d'inventer des dispositifs alambiqués, ni d'attendre les conclusions d'une énième mission. Nous considérons en effet que trop de temps a été perdu et qu'il est désormais temps d'enclencher le mouvement. Et c'est pour ça que nous mettons à disposition une véritable boîte à outils anti-procrastination. Conformément à ces positions constantes, l'AMF appelle par la présente résolution au rétablissement d'une véritable autonomie financière et fiscale. Nous proposons la réécriture du principe de compensation et la définition des ressources propres telles qu'ils sont prévus par la Constitution et la loi organique. À ce titre, des clauses d'indexation du montant des compensations des transferts de compétences aux collectivités doivent être prévues, ainsi que, suivant les cas, des clauses de revoyure lorsque les conditions d'exercice de la compétence transférée sont bouleversées. L'instauration d'une contribution territoriale universelle, afin que tous les habitants, ménages et entreprises, puissent participer à hauteur de leurs moyens au financement des services publics locaux dont ils bénéficient. Au-delà, de restaurer une autonomie fiscale qui assoit une responsabilité vis-à-vis de nos mandants, nous considérons que le lien fiscal est consubstantiel au pacte démocratique. L'engagement d'une réforme structurelle des dotations, tant en investissement qu'en fonctionnement. Il faut donner de la lisibilité à un système à bout de souffle, rétablir la péréquation verticale aujourd'hui disparue et garantir le principe de liberté d'affectation des recettes. En outre, le partage de la fiscalité écologique par la création d'une dotation climat doit donner au bloc communal les moyens d'accélérer sa politique de transition écologique. Toutes les études récentes tendent à démontrer que l'adaptation au changement climatique impose une refonte du modèle financier des collectivités. Dans le cadre de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel de l'Union européenne, l'AMF plaide pour un maintien du budget de la cohésion territoriale et des fonds du pacte vert pour toutes les communes de France. L'instauration d'un pacte financier sur la durée de la législative et d'un débat dédié au Parlement chaque année lors de l'examen du projet de loi de finances, retraçant l'ensemble des relations financières entre l'État et les collectivités locales. Il s'agit de clarifier enfin les intentions de l'exécutif et mesurer l'impact global des décisions budgétaires. La consécration du Conseil national d'évaluation des normes et du Comité des finances locales, instance chargée de contrôler le respect de la libre administration des collectivités, comme autorité administrative indépendante de rang constitutionnel. Malgré la qualité du travail produit par ces organismes indispensables, force est de constater qu'ils sont encore trop dépendants de l'administration, tant dans leurs moyens que dans le choix des personnels qui y sont affectés. En cohérence avec nos propositions, ces organismes doivent évoluer vers un statut qui garantisse leur indépendance. L'AMF appelle aussi à une revalorisation de la culture et de la commune et de la culture communale. Nous proposons de reconnaître dans notre Constitution la légitimité singulière de la commune, qui demeure la collectivité territoriale de proximité de l'action publique par excellence, garante de la citoyenneté et le premier échelon de l'accès à un service public universel. En bénéficiant de la reconnaissance constitutionnelle de sa clause de compétence générale, la commune verrait ainsi garantir, dans la durée, la place unique qu'elle occupe comme cellule de base de l'organisation et de la cohésion de la nation. D'ouvrir un droit de saisine spécifique du Conseil constitutionnel pour les collectivités lorsqu'elles estiment qu'il est porté atteinte aux principes qui les régissent, libre administration, autonomie financière, principe de subsidiarité. En ce sens, et d'ores et déjà,
nous étudions les possibilités actuelles de saisine directe ou indirecte à notre disposition. Une amélioration des conditions d'exercice du mandat. Si nous sommes convaincus que la perte de moyens d'agir est la première cause de découragement chez les élus, nous plaidons aussi pour des mesures concrètes afin de mieux concilier vie personnelle, vie professionnelle et mandat. Nous avons formulé nombre de propositions afin de renforcer l'attractivité du mandat et permettre une meilleure représentation de la population. Qu'il s'agisse de retraite, de droits sociaux, de formation ou de juste indemnisation, leur statut est largement perfectible. De nombreuses recommandations sont déjà sur la table et directement opérationnelles. La pleine reconnaissance de la diversité de nos communes. La ruralité doit être considérée comme un atout pour notre pays, notamment par la préservation des zones de rénovation rurale à l'échelle communale. Les communes d'outre-mer, diverses, mais répondant toutes à des besoins bien spécifiques, doivent être accompagnées dans leur développement en tenant compte des défis démographiques, climatiques et économiques d'une rare ampleur auxquels elles font face. Les territoires politiques de la ville, qui ne se limitent pas aux banlieues, ont fait la démonstration qu'ils nécessitaient une attention particulière afin d'offrir les mêmes droits et services à leurs habitants. Par cette résolution, l'AMF appelle également à une relation de confiance entre l'État et les communes. Nous proposons le rétablissement d'une vraie déconcentration, corollaire indispensable à la décentralisation par le renforcement des services départementaux d'accompagnement de projets sous la responsabilité du préfet de département. En s'étant retiré progressivement des communes, des cantons, des arrondissements, des départements, pour se replier finalement sur un échelon régional lointain, les services de l'État ont envoyé au pays un signal d'indifférence aux préoccupations quotidiennes locales et ainsi favorisé l'émergence d'un sentiment d'abandon. L'État déconcentré doit parler d'une seule voix et agir dans le même sens, sous l'autorité renforcée des préfets de département. Les maires ont besoin des préfets, de préfets dotés de moyens humains et légitimés dans leur autorité. Un véritable pouvoir réglementaire d'application des lois pour les communes. La vraie différenciation, ce sont des lois moins bavardes, qui fixent des objectifs, mais laissent aux collectivités le choix des moyens pour y parvenir. Face à l'inflation normative, le pouvoir de dérogation est un pansement sur une jambe de bois. Nous ne commandons pas à être par exception autorisés à agir, non. Nous exigeons le respect du principe constitutionnel de libre administration. Nous proposons le recours à l'avis conforme des maires sur les décisions essentielles qui concernent leur commune, mais prises par d'autres autorités, comme les fermetures de classes ou d'écoles, de services hospitaliers, les projets d'implantation d'énergies renouvelables, les ventes de logements locatifs sociaux. Dans le même esprit, cette reconnaissance des communes doit se traduire par leur association pleine et entière aux instances qui concourent aux politiques publiques, au premier rang desquelles l'intercommunalité. Nos EPCI doivent retrouver une plus grande souplesse d'organisation de leurs compétences pour répondre à leur vocation première de coopération entre communes. Toutes les propositions ici évoquées sont écrites et connues de longue date. L'AMF les défend inlassablement, convaincu que la décentralisation est un acquis majeur de nos institutions et de notre démocratie. Quand passerons-nous aux travaux pratiques? Les commissions et les missions se suivent, les rapports, tous de qualité, aboutissent peu ou prou aux mêmes conclusions. Ce qui manque, c'est une véritable vision et surtout sa concrétisation dans la loi autant que dans le fonctionnement de l'État. En crise profonde, la France a besoin de ses communes, ces lieux de démocratie qui respirent et qui inspirent. La commune du XXIe siècle, moderne, résistante, est plus nécessaire que jamais dans notre société fragmentée et notre démocratie fragilisée. Face à une France du repli et de la crainte, les communes, leurs élus et leurs équipes portent l'espérance d'une France ouverte, créative, active
solidaire. Nous attendons de l'État confiance et liberté. Ce serait un changement majeur et tellement nécessaire. Alors, comme l'a dit Churchill, prenons le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge. Voilà toute la résolution de l'Association des maires de France et présidents d'intercommunalité. Et maintenant, la parole est à David Lisnard, le président de l'Association des maires de France. Merci. Madame la Première ministre, chère Elisabeth Borne, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, je salue bien sûr l'ensemble des parlementaires ici présents, avec une mention spéciale à la présidente de la délégation aux collectivités territoriales du Sénat, chère Françoise Gatel. Je salue bien sûr Territoires Unis, plus unis que jamais, je crois que c'était extrêmement clair tout à l'heure, à travers Carole Delga, présidente de Régions de France, et François Sauvadet pour les départements. Mesdames et Messieurs les représentants d'élus, d'associations d'élus, nos chers partenaires, je tiens à ce titre à saluer Sébastien Martin pour Intercommunalité de France, Gilles Averroux pour Ville-de-France, Jean-Luc Moudinque pour France Urbaine, Pascal Boyer pour l'Association des élus de la montagne, Christophe Bouillon pour l'Association des petites villes de France, et pardonnez-moi si j'en nommais, Monsieur le Président de la Polynésie française, bien sûr, je salue tous les membres du bureau et je félicite chacun, inclusif de chacune pour sa réélection, avec une mention bien sûr au premier vice-président, André Léniel, qui vient de lire intégralement le texte de notre résolution, et ce qui me permet de saluer, parce que ça leur rappellera des souvenirs, les présidents d'honneur de l'AMF ici présents, Jean-Paul Delevoye, Jacques Pélissard et François Barouin, qui nous font l'honneur d'être avec nous. Et on peut les applaudir. Ils sont irremplaçables et j'ai dû succéder. Mesdames et Messieurs les présidents des associations départementales de maires, ce formidable réseau de 102 associations, d'une densité, d'une intensité, d'une qualité absolument essentielle, avec lequel ce réseau, la maison mère AMF, travaille étroitement dans le respect de l'indépendance de chacun. Je salue bien sûr avec beaucoup de respect aussi, de reconnaissance, de gratitude pour la confiance accordée à nouveau l'ensemble des maires, des présidents d'intercommunalités de France, des élus municipaux ici représentés, mes très chers collègues, je vous remercie du fond du cœur de votre confiance. Nous parvenons à transcender les clivages partisans, les différences géographiques, économiques, sociales, pour donner une voix forte à l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalités. C'est pour moi un immense honneur que de pouvoir porter la parole des communes de France. C'est une grande responsabilité, c'est un devoir, et je m'attacherai avec les instances de l'association de l'assumer avec enthousiasme, passion et la volonté de faire entendre nos préoccupations, nos solutions aussi, nos réalités. À nouveau, merci à vous. Je veux saluer nos collègues d'outre-mer, et avec qui nous avons tenu une fois de plus une très très belle journée lundi, une participation au débat très fort pour évoquer en particulier le désordre foncier, les problématiques de la vie chère, et pouvons être fiers que l'AMF soit une fois de plus, et plus que jamais d'ailleurs, la voix aussi de nos autres maires. Je salue également les délégations internationales qui ont fait le déplacement, et en particulier les importantes délégations du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Mes chers collègues venus de toute la France, merci d'être ici. Merci à ceux qui viennent d'ailleurs. Nous avions l'année dernière organisé un moment fort pour l'Ukraine, et je veux saluer à nouveau une délégation de la ville
Dishnia qui est ici présente et le dire que nous ne l'oublions pas, la situation en Ukraine. Un an après, l'agression russe se poursuit et nous sommes constants dans notre soutien humanitaire aux populations ukrainiennes. Je remercie enfin Madame l'ambassadrice d'Arménie pour son message fort, clair, porté tout à l'heure, après celui puissant de Michael Paty. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, mes chers amis, nous accueillons avec plaisir Madame la Première ministre. Bienvenue. Bienvenue parmi les maires et les présidents d'intercommunalité de France. Madame la Première ministre, vous avez raison d'être là. Vous avez raison d'être là, car la France, dans toute sa diversité, est ici, rassemblée, unie, honorée de vous accueillir, respectueuse des institutions de la République. Vous avez raison d'être là parce que vous êtes ici en présence de la France des centres-bourgs, des villages, des villes moyennes comme des métropoles. C'est la France de nos montagnes, de nos campagnes, de nos quartiers, de notre littoral, de nos outre-mer, et que cette France est belle. C'est la France aussi du bon sens des 35 000 conseils municipaux et de tous ceux qui les font vivre, du bon sens tout simplement de l'action, de la nécessité d'agir. C'est la France réelle, c'est la France de la vie, ici réunie porte de Versailles. C'est la France de la vie et de la réalité, car les communes viennent du fond de notre histoire. Elles sont enracinées, quel joli terme pour citer la grande philosophe Simone Veil. Elles sont la concrétisation humaine de notre géographie. Elles sont le creuset de notre culture, de nos racines communes, individuelles et collectives. Nos communes incarnent à la fois la transmission et la modernité, le bon sens et la performance. Elles représentent, dans une société hélas trop fragmentée, peut-être la dernière institution solide, comme nous l'avons démontré à chaque crise, et ce fut le cas entre autres lors du Covid. Une institution solide qui produit des services de proximité et qui produit quelque chose de rare, d'important, de nécessaire, qui est le sentiment d'appartenance. Nos communes sont vivantes, nos communes sont modernes. Ce ne sont pas des archaïsmes. Ceux qui nous traitaient de ringards et d'archaïques il y a quelques années, c'est eux qui sont ringards et archaïques. C'est les technoconformistes, c'est ceux qui centralisent, c'est ceux qui pensent qu'une action n'est pertinente, neutre et respectueuse de l'esprit républicain que lorsqu'elle est descendante. Les communes sont la France qui crée, la France qui innove, la France qui ne demande qu'à pouvoir travailler, la France qui accueille chacun sans distinction, la France qui recoule le tissu social au quotidien dans nos centres communaux d'action sociale. Et si nous sommes si nombreux réunis, c'est parce que nous connaissons l'importance de ce moment pour évoquer ensemble les préoccupations majeures du pays. Dès l'an dernier, nous vous alertions sur notre volonté de pouvoir agir. C'était le thème du congrès l'année dernière, ô combien, je crois, important et que nous prolongeons aujourd'hui, que nous accentuons. Nous évoquions déjà encore et toujours les entraves fiscales, juridiques, administratives croissantes qui portent atteinte à la démocratie. La résolution qui vient d'être lue en est l'expression détaillée. Certains, parfois, disent que nous ne voyons que le négatif, ce n'est pas vrai. Tous les jours, nous montrons notre capacité d'innovation face aux défis écologiques, aux exigences économiques et sociales, aux difficultés démographiques, à l'étourdissant enjeu numérique. Mais notre devoir est d'exprimer ce qui nous empêche de travailler, d'exprimer aussi nos craintes, nos constats, et nous alertions dès l'année dernière face à la hausse des violences. Et malheureusement, l'année écoulée nous a donné raison. De sources du ministère de l'Intérieur, après avoir augmenté de 32% en un an entre 2022 et 2021, les agressions contre les élus sont à nouveau en hausse. Au moins 15% de plus encore cette année. Et je ne vais pas citer la liste de tous nos confrères, collègues, agressés, dénigrés, injuriés.
Mais permettez-moi d'évoquer, bien sûr, le maire de Saint-Brévin-les-Pins, qui a vu son domicile incendié en pleine nuit, en mars dernier. Yannick Morez, démissionnaire depuis, et le maire de la Île-et-Rose, Vincent Jeanbrun, dans le Val-de-Marne. Je n'en reviens pas là-dessus, mais avec cette tentative d'assassinat sur sa famille, ce véhicule bélier qui a foncé à l'intérieur de son domicile et la poursuite de sa femme et de ses enfants. C'est un palier supplémentaire franchi dans ces violences. Nos familles sont désormais de plus en plus victimes de ces agissements. Et nous, on n'est pas là pour se plaindre, pour gémir, on est là pour garder la tête haute et vouloir tout simplement assumer nos mandats dans un contexte difficile. Les démissions de maires atteignent des records. Et je crois que c'est quand même tout à l'honneur de l'AMF que d'avoir su, et cela avait commencé avec François Baroin, d'avoir su faire comprendre cette réalité, d'en avoir fait finalement un objet à l'agenda politique et médiatique. 2 fois plus de démissions de maires sur la décennie en cours que sur la décennie précédente, 100% d'augmentation, avec une moyenne de démission de 40 maires par mois depuis 2020. C'est une réalité, avec une autre réalité, celle que révèlent nos enquêtes d'opinion et les études que nous faisons avec le CEVIPOF, le Centre de recherche de Sciences Po. Plus d'un maire sur 2 envisage de ne pas se représenter en 2026. Certains m'ont fait part ici de leur décision d'ailleurs. Je veux d'ailleurs à ce titre saluer le travail que nous menons avec les sénateurs et qui ont adopté une proposition de loi, d'ailleurs je crois à l'unanimité, sur la sécurité des élus locaux et la protection des maires. Nous souhaitons que ce texte soit voté en ces termes à l'Assemblée nationale, notamment au regard de la protection fonctionnelle qui doit être automatique, qui ne doit pas être votée et qui doit être prise en charge, comme les dépositaires de l'autorité publique que nous sommes. Et au-delà des évolutions pénales, et nous y travaillons aussi avec Dominique Faure, que je salue, le droit est une chose, mais son application en est une autre. Et à ce titre, nous souhaitons que les moyens, comme pour toutes les victimes, et pas simplement les maires, car nous ne voulons pas de privilèges, que tous les moyens soient donnés pour que les parquetiers puissent bosser, que les parquets puissent avoir les moyens de poursuivre, d'instruire, et qu'on cesse d'avoir trop de procédures, sauf lorsqu'elles sont médiatisées, qui trop souvent se traduisent, alors que les éléments d'identification des auteurs sont réels, en classement sans suite. Nous souhaitons aussi, comme toutes les victimes, pouvoir être tenus informés des évolutions des enquêtes. Je crois que c'est un sujet majeur, dans le respect bien sûr du secret de l'instruction, mais toutes les victimes le disent, et les maires aussi, d'être informés, car le pire est de ne pas avoir de suite et de ne pas être tenu informé. S'attaquer à un élu, parce qu'il est élu, traduit ce que nous constatons. C'est une attaque sur la République, tout simplement. Et si nous avons choisi, mes chers collègues, comme thème de notre 105e congrès, Commune attaquée, République menacée, c'est pour pousser non seulement un cri d'alarme, mais c'est aussi pour appeler à la mobilisation. Nous sommes à un tournant dangereux de notre démocratie. Je crois que chacun le ressent très bien. Les violences sont une des expressions de la déliquescence civique et au-delà de la crise de la démocratie que nous affrontons. Oui, nous ressentons profondément que notre démocratie est attaquée, parce que nos communes sont attaquées lorsque 168 écoles sont incendiées et attaquées lors des émeutes urbaines. Jamais dans l'histoire du pays, une école n'avait été dégradée, ni sous la Révolution, ni en 1830, ni en 1848, ni en 1870, ni au moment des mouvements violents, fascistes des années 30. Alors oui, notre République est menacée, notre République française est menacée, parce qu'elle n'est pas vide, notre République. C'est celle du substrat de notre nation. Notre République est menacée aussi quand le mérite est menacé, quand la laïcité est attaquée, quand l'ordre est bafoué, quand la justice est dénigrée. Notre République est attaquée parce que notre capacité à transcender les identités individuelles est menacée. Parce que, en cela, l'universalisme républicain, qui est un trésor, qui ne juge pas l'autre sur ce qu'il est, mais sur ce qu'il fait,
bref, qui condamne toute forme de racisme, est attaquée. Parce que la liberté, valeur impérissable de l'histoire, disait le grand Camus, est menacée. Or, la liberté d'un peuple a un nom, c'est la démocratie. Notre démocratie est en danger quand des empires extérieurs, illibéraux, voire dictatoriaux, nous en avons évoqué tout à l'heure, se reconstituent et expriment des visées expansionnistes. Ukraine, Afrique subsaharienne, Arménie. Notre démocratie est en danger quand à l'intérieur du pays, des forces obscurantistes s'y développent. L'islamisme radical, le djihadisme, qui tue et qui veut soumettre. L'hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard était tout à l'heure d'une grande puissance et nous a rappelé à notre devoir d'affronter ces réalités de façon active et combattante, sans aucune mièvrerie, sans aucune niaiserie. République menacée quand le racisme s'y exprime. République, démocratie, France attaquée quand l'antisémitisme s'y déploie, parfois sans complexe. Antisémitisme dont les actes ont été 4 fois supérieurs depuis le 7 octobre à ce qu'ils ont été sur toute une année en 2022. Antisémitisme qui s'exprime depuis l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre. Et je veux ici, dans mon propos, exprimer une pensée pour nos compatriotes qui méritent un hommage national, qui ont été assassinés en Israël le 7 octobre, pour les 8 otages français détenus par le Hamas. Vous me permettrez d'adresser un salut amical et respectueux à Ève Oman, ici présente, dont la famille, déjà profondément éprouvée lors de la Shoah, a été particulièrement affectée par ces événements, puisqu'elle a perdu 2 membres de sa famille assassinés et 4 sont aujourd'hui détenus en otage. Le 12 novembre, à l'appel du président du Sénat et de la présidente de l'Assemblée nationale, les maires de France ont su se réunir, se rassembler et marquer, là aussi, au-delà de tout clivage partisan, et c'est ce qui fait la grandeur de notre association réunie comme jamais, notre volonté de dire que nous n'accepterons pas l'antisémitisme. Je veux saluer la présence parmi nous du président du CRIF et de sa délégation, saluer tous ceux qui ont manifesté. La République française n'existe pas si elle accepte en son sein tout relativisme historique, tout négationnisme, tout antisémitisme. Notre République française est attaquée et menacée par la faiblesse morale du pas de vague, la lâcheté de ceux qui ne savent pas qualifier les morts, qui ne parviennent pas à condamner le terrorisme islamiste, par l'inertie de l'esprit munichois, par la naïveté de l'irénisme qui a produit tant de dégâts dans l'histoire du monde, et parfois par complicité idéologique. Notre République française est menacée si elle ne se réarme pas moralement et sur le plan régalien. Le délitement régalien et plus largement l'impuissance publique crée la voie, ouvre la voie à toutes les aventures extrémistes. Oui, notre démocratie est en crise. Son modèle d'efficacité est remis en cause. Et notre devoir est de démontrer que la démocratie est efficace et capable d'agir. Efficacité de l'exécution qui conduit 40% des Français à se déclarer favorables à un régime autoritaire. Face à cela, nous avons tous un devoir, un ardent devoir. Et nous, maires de France et présidents d'intercommunalité, je le répète, ne baissons et ne baisserons ni les yeux ni les bras par nos alertes, par nos constats, par nos propositions, par notre détermination, par nos actions et par les positions de l'AMF. L'AMF, l'Association des maires de France, est la voix de ceux qui connaissent les réalités profondes du pays. Car l'AMF n'est ni un syndicat ni une officine partisane, même si certains voudraient nous qualifier ainsi pour ne pas répondre à nos arguments étayés. Les maires sont des praticiens du quotidien. Et vous êtes
Madame la Première ministre, devant une AMF plus forte et plus représentative que jamais, de la quasi-totalité des intercommunalités et des communes françaises, avec un taux d'adhésion jamais atteint, avec ces 102 associations départementales que j'évoquais tout à l'heure, qui effectuent un travail remarquable et que je tiens à saluer et que nous soutiendrons. Je renouvelle mes remerciements, nos remerciements, au nom du bureau, au nom d'André Léniel, de moi-même, de tous ceux qui nous accompagnent, pour cette unanimité exprimée. Depuis 2 ans, je me suis employé à ce que nous parvenions au sein de nos instances à une approche unanime, argumentée de toutes les prises de position, qui échappe à toute considération partisane ou personnelle, et j'y veillerai à l'avenir avec la même exigence. Je veux aussi féliciter tout le travail mené tout au long de l'année par l'équipe de l'association. Nous ne sommes qu'une association, nous ne sommes ni un législatif ni un exécutif. Équipe sous l'autorité de son directeur général, Éric Verlac, que je remercie et salue. Et puis, me permettez-moi de saluer le travail qui a été mené pour réussir ce congrès et ce salon. Nous venons de vivre une édition record par le nombre de thématiques abordées, 39, par le nombre d'intervenants, 230, le nombre d'accrédités au salon, presque plus 25%, le nombre record d'élus, de maires inscrits, on a passé la barre des 11 000 au congrès. La résolution que le nouveau bureau a adoptée à l'unanimité ce matin et que vient de lire mot à mot le premier vice-président André Léniel marque notre état d'esprit. C'est la fidèle traduction de nos travaux communs, de nos positions communes, de nos propositions communes. Notre association est plus que jamais la voix des maires et elle est utile aux maires par son travail quotidien et par ses prises de position. Oui, Madame la Première ministre, vous avez eu raison d'être là, car c'est aussi pour moi l'occasion de vous dire que nous avons réussi à travailler ensemble depuis 1 an, avec des avancées. Je pense à la réintégration des dépenses d'aménagement des terrains dans le FCTVA. Je pense à la revalorisation du statut des secrétaires de mairie, largement inspirée par nos propositions. Je pense à la prise en compte de la situation des communes nouvelles avec cet engagement que vous avez pris, et vous me l'avez confirmé avant le congrès, que la DGF et les dotations des communes nouvelles ne seront pas inférieures à la somme des anciennes dotations des communes qui les constituent. Je pense aux travaux que nous menons sur le statut de l'élu et sur les conditions d'exercice du mandat avec Dominique Faure, dont nous attendons la concrétisation, et je veux saluer aussi le travail de Muriel Fabre, notre secrétaire générale, particulièrement pertinent. Je pense à nos actions pour obtenir des dispositifs d'accompagnement à la hausse exponentielle des prix de l'énergie. Alors bien sûr, beaucoup d'écueils subsistent, voire émergent, et puis bien sûr, nous contestons le mouvement profond de recentralisation qui, hélas, accompagne des discours sur la décentralisation. Pour revenir sur la facture énergétique, je me permets de vous alerter sur la situation catastrophique de communes et d'intercommunalités dans quelques semaines, lorsque les dispositifs d'accompagnement ne seront plus en place. Nous allons vers de graves difficultés qu'il convient de regarder en face, et je crois que nous aurons et vous aurez à trouver les dispositifs d'accompagnement pour accompagner nos communes. Je ne reviens pas non plus sur Lausanne, cette énormité bureaucratique, comme d'autres machins qu'on nous impose régulièrement. Je ne reviens pas sur la fameuse consigne plastique qui peut mettre à mal la filière du tri et qui, au gré des annonces, en disant « non, c'est bon, c'est fini », puis ça revient comme une espèce de Highlander technocratique que nous devons affronter. François Vigier, c'est de quoi je parle. Alors je ne veux pas vous infliger à nouveau la litanie de nos difficultés et parfois nos exaspérations de tout ce que j'évoque à chaque fois, vous refaire la liste des schémas que nous devons respecter, etc. Alors c'est pourquoi je ne vous parlerai pas de la crise du logement qui est devant nous, qui est une bombe à retardement humaine, sociale. Les génies ont pensé que lorsqu'on rendait le foncier inaccessible, en créant la rareté, on faciliterait l'accès. En première année d'économie, on apprend que ce qui est rare est cher. Manifestement, certains ont dû faire trop d'études pour ne pas comprendre ce raisonnement de base. La loi climat et résilience est une bombe à fragmentation bureaucratique,
avec ces acronymes ou ces sigles en 3 lettres qui portent malheur. ZAN, DPE, ZFE. À chaque fois, ça se termine mal. Et à chaque fois, il faut refaire une loi pour démanteler la loi. Je ne vous parlerai pas, Madame la Première ministre, des difficultés d'assurance auxquelles nous devons faire face depuis les émeutes du mois de juin et depuis l'accélération des catastrophes naturelles. Et, tout à l'heure encore, le maire de Montargis, sa franchise passe de 7 500 € à 2 millions d'euros. Il y a comme un léger gap. Quand on arrive encore à être assuré. D'ailleurs, je remercie le président Larcher de l'annonce d'instituer une commission d'enquête du Sénat sur les assurances. Je ne vous parlerai pas des difficultés de sécurité que nous affrontons, de la nécessité de faire en sorte que les polices municipales ne soient pas les supplétives de l'État, mais restent sous l'autorité des maires, tout en augmentant leur pouvoir. Je ne vais pas vous reparler de fiscalité locale, puisque celle-ci est réduite comme peau de chagrin. Simplement vous dire qu'il serait convenable, lorsque nous discutons avec l'exécutif, d'une mise à plat du système financier, tel que d'ailleurs cela a été évoqué par le président de la République hier, et que nous disons qu'il faudrait quand même réfléchir à un impôt universel, résidentiel. On ne soit pas tout de suite dénigré de façon démagogique, y compris au sein du gouvernement, sur les ondes, en disant le contraire de ce qu'on nous dit en privé. « Ah là là, l'AMF veut créer un impôt de plus. » Non, 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 pas du tout. Il y a trop d'impôts, il y a trop de fiscalité, il y a trop de prélèvements obligatoires en France. Mais ce que l'on constate, c'est que plus on nous a supprimé d'impôts locaux, plus à la fin, il y a eu de prélèvements obligatoires en France. Et que nous trouvons profondément injuste que l'exécutif fasse reposer l'effort fiscal local que sur les propriétaires. Je ne vais pas vous parler, Madame la Première ministre, des injonctions contradictoires auxquelles nous sommes confrontés, qui nous enjoignent de construire X logements sociaux à la fin de l'année, mais de ne pas artificialiser les sols en même temps, qui, en Outre-mer, demandent aussi de mener du développement, mais font que les CDPENAF, pour une raison que nous ignorons toujours, produisent un avis conforme, alors que dans l'Hexagone, c'est un avis simple. Une demande récurrente et légitime des Outre-mer qui se sentent déconsidérés à travers cette mesure. Je ne parlerai pas des inerties que nous affrontons sur des solutions pourtant évidentes, notamment face aux défis écologiques que nous devons relever. Et je profite de la présence de Christophe Béchu, que je salue, et qu'on peut applaudir, il a son fan club. Bravo, c'est bien organisé, Monsieur Béchu, je vous félicite. Alors, puisque c'est bien organisé, sur la réutilisation des eaux usées, nous étions les premiers, il y a 10 ans, à lancer des projets en Europe. Nous sommes les derniers de l'Europe désormais. Et je voulais dire qu'il y a eu des avancées pour nous permettre d'utiliser les eaux usées pour laver les voiries, mais que nous attendons toujours l'autorisation de pouvoir arroser nos espaces verts avec les eaux usées traitées qui répondent à toutes les normes d'innocuité et sanitaire, et que ça illustre bien cet État qui centralise, parce que, après tout, il suffirait que l'État contrôle a posteriori qu'on respecte les normes sans que l'on passe par des autorisations préalables. Et c'est ce que j'ai constaté depuis 20 ans, c'est que nous sommes passés d'un régime de liberté à un régime d'autorisation. Alors donc, Madame la Première ministre, je ne vais pas vous faire la litanie de toutes nos difficultés. Il ne tient après tout qu'à l'exécutif et au Parlement d'y remédier. Il est temps de mettre, tout simplement, de remettre de la démocratie. Là où il y a bureaucratie, de la remplacer par la démocratie locale. Et c'est comme cela que l'on retrouvera du sens et de la performance. Il est temps de faire confiance aux maires et de nous donner les moyens d'agir pour faire face à nos défis et à nos difficultés. Nous devons être forts dans ce 21e siècle si exigeant. Imaginez, Madame la Première ministre, chère Elisabeth Borne, tout ce que nous pourrions faire si l'État nous faisait enfin confiance. Nous proposons que la France sorte de cette matrice recentralisatrice. Ce que nous vous proposons, et ce que je vous propose ici, au nom des maires de France, c'est d'oser la liberté. D'oser la liberté, non seulement pour les collectivités territoriales, mais aussi pour l'État et pour la société.
C'est pour ça que vous avez eu raison. Nous allons vous proposer de vous libérer de la surcharge bureaucratique. Nous vous proposons, Madame la Première ministre, un acte fort de libération, parce que notre liberté sera la liberté de l'État et des administrations centrales, délestées des compétences qu'elles ne parviennent pas à exercer correctement. Transférer, comme l'AMF le demande depuis des années, le pouvoir réglementaire aux collectivités locales. Ce sera la meilleure des réformes de décentralisation que nous pouvons mener, la plus simple, la plus efficace. Et ainsi, vous libérerez des milliers de fonctionnaires d'État que vous pourrez remettre sur le terrain, dans nos préfectures, dans nos sous-préfectures, sous l'autorité des préfets et des sous-préfets. Non plus pour nous délivrer des autorisations a priori, mais pour nous contrôler a posteriori et sanctionner ceux d'entre nous qui pourraient sortir des clous. Libérez les agents de l'Adréal. Pourquoi pas transférer une partie des compétences aux collectivités, aux départements et transférer les autres sous l'autorité directe des préfets. Prenons acte de l'échec de l'agencialisation et de la régionalisation des services de l'État et, parallèlement à la décentralisation, menons cet acte de déconcentration efficace des services de l'État qui nous permettra d'être plus efficaces auprès des usagers et de mieux défendre les contribuables. La confiance envers les élus locaux, cœur de la France, garant de l'unité nationale et bâtisseur de la cohésion sociale, doit être retrouvée. En vous libérant, vous allez libérer l'État et vous allez libérer la société pour améliorer la performance, pour améliorer l'efficacité, donc le service rendu au public et pour soulager les contribuables. Libérons-nous de toutes ces autorisations préalables, de ces schémas directeurs, de ce léviathan bureaucratique qui font perdre du temps, qui font perdre de l'argent, qui font perdre les nerfs. Libérons-nous de ce qui nous empêche d'agir. Il faut que la loi soit plus sobre, plus concentrée sur des principes généraux, et je sais que vous partagez cette approche, Madame la Première ministre, plus concentrée sur des principes généraux, des principes d'ordre public, et que le pouvoir réglementaire, sauf sur le régalien évidemment, soit transféré aux collectivités territoriales. Nous ne demandons pas un droit à la dérogation. Nous voulons simplement un vrai pouvoir d'action et de décision. Nous ne demandons pas de pouvoir déroger à la loi. Nous voulons simplement des lois applicables. Libérons-nous des appels à projets, de cette République des SERFA, des appels à manifestation d'intérêt qui amplifient la fracture territoriale au détriment de la ruralité, au détriment des collectivités qui n'ont pas d'ingénierie. Libérons-nous de ces termes barbares et de cette malédiction que j'évoquais tout à l'heure des acronymes et des sigles. Permettez aux maires de disposer d'un pouvoir décisionnel sur tout ce qui concerne leur commune. Services hospitaliers, classes d'école, logements, gestion de l'eau, pratiquons la subsidiarité. Libérons-nous des obligations de transfert obligatoire de compétences aux intercommunalités qui ne pourront jamais être pertinentes sur l'ensemble du territoire national. Laissez-nous retrouver de l'autonomie fiscale plutôt que de concentrer les forces fiscales sur les seuls propriétaires et de nous mettre sous dépendance de dotations. Et chaque année, les maires, alors il faut que la dotation, on calcule le bout de gras, ça ne suit pas l'inflation, etc. Si on pouvait s'épargner tout cela, si on pouvait, selon un pacte social local, le contrat social local, décider du niveau de fiscalité avec les habitants qui nous jugeront, qui nous évalueront, qui nous sanctionneront, nous récompenseront. Faisons confiance à la liberté, donc à la responsabilité individuelle. Alors, comme toujours, l'AMF sera présente dans tous ces débats, fera ses propositions à travers notre comité législatif local que nous avons mis en place il y a 2 ans, et je salue notamment les travaux de Guy Geoffroy. J'en ai fait part à Éric Woerth, à qui je crois que, après ses déclarations d'hier, Éric Woerth, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais on va le convaincre assez rapidement qu'il y a vraiment une recentralisation financière. C'est-à-dire qu'on remplace un impôt local par une dotation nationale. Si ce n'est pas une recentralisation financière, c'est que vraiment, il y a un souci de compréhension. Nous vous proposons, Madame la Première ministre, et c'est l'acte fort de ce jour, de libérer l'action publique, et ainsi de régénérer l'action communale, et ainsi de défendre la République française. Régénérer la démocratie communale par la libre administration. La décentralisation n'est pas un simple aménagement technique de l'administration qui transformerait les communes en opérateurs de services de l'État, en sous-traitants de l'État. Nous ne sommes pas les sous-traitants de l'État.
Pourtant, ce dernier, aujourd'hui, parce que c'est la règle, ne nous confie des compétences que dans un cadre normatif contraint. La décentralisation, c'est quoi? La vraie décentralisation, pour reprendre une expression du président de la République. C'est la démocratisation de l'action publique, dont les élus peuvent déterminer la nature et contrôler l'affectation des ressources. Le cadre communal, où ces politiques sont les plus facilement perceptibles pour le citoyen, est le terrain le plus propice à une telle ambition. La qualité des politiques publiques décentralisées y fait l'objet d'un contrôle politique par les électeurs qui se prononcent sur un projet et un bilan qui peuvent en apprécier le bien fondé. En cela, la décentralisation représente le pari de l'efficacité démocratique plutôt que bureaucratique. Devant cette situation, le nouveau concept a été promu. Les technocrates ont réussi à faire d'un principe de base de la vie, la différence, un objet technocratique. Ça s'appelle la différenciation. Alors nous, on se jette dessus au départ, on dit ça a l'air bien, ça, la différenciation, ça peut peut-être nous permettre de prendre des décisions. Or, je crois que les mots ont toujours un sens. Plutôt que d'accorder des libertés, on souhaite que celui-ci soit donné aux collectivités le droit de déroger. Après avoir complexifié les normes générales, on souhaite maintenant multiplier les régimes singuliers. Les communes ne veulent pas déroger. Elles aspirent à agir librement dans le cadre de la loi. Elles ne demandent pas un régime singulier, mais des règles claires et générales. Fondamentalement attachés à la République, les maires de France sont fidèles à l'unité de la loi héritée de 1789. En tant que bastion de l'unité nationale, les communes s'inquiètent des surenchères identitaires et politiques que la notion de différenciation pourrait encourager. Attentives à l'idéal d'une République décentralisée, inscrite dans la Constitution, elles appellent plutôt à retrouver la voie des libertés locales en replaçant le citoyen au centre des réformes futures. Il convient aujourd'hui de faire de la démocratie communale l'objectif, la boussole des futures réformes. Au-delà même de celle de décentralisation, c'est la libre administration, autre principe constitutionnel, article 72, qui doit être l'objet de toutes les attentions. Libre administration. Ses conditions d'exercice doivent être déterminées et assurées. Si elle est garantie donc par la Constitution, elle est souvent mal protégée et elle est encore plus souvent bafouée. Elle doit être réaffirmée, et on a la chance d'avoir le président du Conseil constitutionnel, autour de 3 axes. Un pouvoir normatif effectif, une autonomie fiscale, une liberté de coopération. L'AMF, Madame la Première ministre, sera positive, constructive, mais aussi intransigeante. La décentralisation ne doit pas être dérogatoire. Elle devrait être la règle de notre République. Ce que nous vous proposons, c'est de faire le choix audacieux, novateur, tellement évident et prometteur, de la subsidiarité, c'est-à-dire de la responsabilité locale. La subsidiarité, c'est la philosophie de la liberté, car il n'y a pas de subsidiarité sans liberté, et c'est donc la philosophie de la dignité, car il n'y a pas de dignité sans liberté, et c'est donc la philosophie du courage, car s'il n'y a pas de dignité sans liberté, il n'y a pas de liberté sans courage. La subsidiarité procède d'une défense morale qui fait du respect de la dignité et de la responsabilité des personnes qui la composent la finalité de toute société. La liberté n'a pas à se justifier, c'est la restriction de liberté qui doit être justifiée. Or, tout a été inversé, comme la charge de la preuve dans l'exercice quotidien de nos missions. Dans beaucoup de cas, les communes ne sont pas le dernier, mais le premier kilomètre de l'action publique. Cette expression de dernier kilomètre, j'en parlais avec Françoise, mais pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas, nous ne sommes pas le dernier kilomètre. Nous sommes le premier kilomètre. Et penser que nous sommes le dernier kilomètre, c'est une vision très centralisée, par définition, de l'action publique. Alors il ne reste plus qu'à avoir l'audace de la liberté, l'audace de la responsabilité, l'audace de la confiance. Et la confiance doit se traduire dans les actes. Tout à l'heure, Madame l'ambassadeur d'Arménie citait Tocqueville, cette célèbre citation, c'est dans la commune que réside la force des peuples libres. Tocqueville disait aussi plus loin dans la démocratie en Amérique la phrase suivante, et nous rendions hommage à nos enseignants tout à l'heure, et je fais le lien, et ma boucle sera bouclée entre l'école et la commune. Les institutions communales sont à la liberté, ce que les écoles primaires sont à la science.
Elles la mettent à la portée du peuple. Elles lui en font goûter l'usage paisible et l'habituent à s'en servir. Sans institution communale, une nation peut se donner un gouvernement libre, mais elle n'a pas l'esprit de la liberté. C'est cet esprit de la liberté, c'est cet esprit de la République, c'est cet esprit de la République française, c'est cet esprit de la France que nous vous proposons de faire vivre dans les mois qui viennent. Vive la France, vive la République et vive les communes de France. On a été aimable. Vous accompagner. Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, cher Laurent Fabius, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président de l'Association des maires de France, cher David Lisnard, Mesdames et Messieurs les membres du bureau et du comité directeur, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, au cœur de notre pacte républicain, au cœur de notre cohésion nationale, se trouvent les communes. Toutes et tous, vous représentez une parcelle de notre nation, de son histoire, de ses aspirations et de ses défis. Des plus petits villages aux plus grandes villes, de nos côtes à nos montagnes, de nos ruralités à nos banlieues, chacune et chacun, vous incarnez une facette de notre pays. Et réunis ensemble aujourd'hui, vous le formez dans son entier. Mesdames et Messieurs les maires, vous êtes celles et ceux qui changent les quotidiens, ceux dont les projets voient le jour et améliorent la vie de nos concitoyens, ceux qui innovent, osent et expérimentent. Vous connaissez notre pays et ses habitants, vous pressentez ses inquiétudes, vous savez ses doutes et ses attentes, vous êtes les artisans de l'intérêt général. Vous êtes en première ligne, toujours, aux côtés des Françaises et des Français, par temps calme comme dans les crises. Vous l'avez montré encore une fois lors des émeutes de cet été. Dans les 500 communes touchées par les violences, les maires ont été des repères pour rappeler le cap de la République. Ils ont été déterminants pour aider à ramener l'ordre républicain. Vous êtes indispensables pour penser l'avenir et éviter que de telles violences ne se reproduisent. Vous êtes sans cesse en première ligne, et j'ai pu encore le mesurer ces dernières semaines en me rendant auprès des maires de mon département du Calvados après la tempête Kiran, puis auprès des maires du Pas-de-Calais touchés par des crues exceptionnelles. Face aux intempéries de ces derniers jours, les maires, les élus locaux, les employés municipaux ont fait preuve d'un grand sang-froid et d'un courage remarquable. Alors qu'ils faisaient eux-mêmes partie des victimes, ils ont accompagné nos concitoyens, aidé les secours, trouvé des solutions pour reloger les familles ou accueillir les enfants dont les écoles étaient fermées. Je veux rendre hommage ici, avec vous toutes et tous, aux maires et aux élus des territoires touchés par les tempêtes Kiran et Domingos, ainsi que par les inondations dans le Pas-de-Calais. Et comme le président de la République l'a affirmé, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, face à l'urgence comme dans la reconstruction, l'État répondra présent. Mesdames et Messieurs les maires, c'est bien cela le cœur de mon message aujourd'hui. L'État répondra présent. Il y a un an, ici même, j'ai présenté devant vous une méthode qui repose sur 3 piliers: l'écoute, le dialogue et la co-construction. Cette méthode se fonde aussi sur un principe, la confiance. Une confiance qui ne se décrète pas, mais qui se gagne et se construit acte après acte.
Une confiance à laquelle je tiens plus que tout, car je crois que pour toutes nos décisions, la parole des maires doit être entendue. Cette année, ensemble, nous avons avancé sur plusieurs défis majeurs. Je pense à la protection des élus. Vous en avez parlé, Monsieur le Président Lisnard. Vous m'en parlez aussi, Mesdames et Messieurs les maires, lors de nos rencontres. Être maire, être élu, c'est être en première ligne face à la brutalisation de la société. Les menaces, les injures sur les réseaux sociaux, les agressions, trop d'entre vous me disent qu'elles sont devenues leur quotidien. Vous le dites, quand nos communes sont attaquées, nous ne banaliserons rien. Nous ne pouvons pas nous habituer. Nous refusons de nous résigner. Si vous n'êtes pas en sécurité, la République n'est pas en sécurité. En mai dernier, après l'attaque inacceptable dont il avait fait l'objet, j'avais reçu le maire de Saint-Brévin et les représentants des associations d'élus. Vous m'aviez fait part, cher David Lisnard, de plusieurs propositions. À votre écoute, avec vous, avec les ministres Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti, Christophe Béchu et Dominique Faure, nous avons construit un plan national de lutte contre les violences faites aux élus. Son principe est simple, un meilleur accompagnement et une fermeté implacable contre les auteurs. Cette fermeté ne se paie pas de mots, ce sont des actes. Ceux qui s'en prennent à vous encourront désormais les mêmes peines que ceux qui agressent nos forces de l'ordre. Mais je sais que le compte n'y est pas encore. Je sais qu'il y a encore trop d'affaires qui n'aboutissent pas. Nous devons faire plus et nous y travaillerons avec vous et avec les parlementaires engagés sur ce sujet. Ensemble, cette année, nous avons également agi autour d'un défi majeur, la transition écologique. Vous êtes les premiers témoins du dérèglement climatique et de ses conséquences sur vos communes. Vous avez à votre disposition beaucoup des leviers essentiels pour mener les changements nécessaires. La réalité est simple, sans les territoires, il n'y aura pas de transition écologique. Nous avons besoin de vous, besoin de vos initiatives, besoin de vos idées. Gestion de l'eau, déchets, mobilité, développement du bio dans les cantines, rénovation des écoles, l'État est avec vous pour relever ces défis. C'est le sens de la pérennisation du Fonds vert à hauteur de 2,5 milliards d'euros par an pour soutenir vos projets. Pour ancrer nos actions sur le terrain, au plus près des réalités locales, nous partirons évidemment de vos initiatives. C'est notamment le sens des COP territoriales lancées par Christophe Béchu. Et puisque j'évoque la transition écologique, on ne doit pas la mener en empêchant le développement et l'aménagement de vos territoires. J'en suis bien consciente, l'objectif de zéro artificialisation nette en 2050 est un sujet difficile qui provoque des inquiétudes, voire des tensions. Je sais aussi que tous ensemble, nous partageons la nécessité d'assurer la qualité des sols, de nous protéger contre les inondations, de sauvegarder la biodiversité et de préserver nos paysages. La nécessité aussi de dynamiser nos centres-bourgs. L'année dernière, devant vous, j'avais pris des engagements pour vous donner plus de souplesse et garantir le développement des territoires ruraux. Grâce au travail mené avec vous et avec les parlementaires, chacun de ces engagements a été tenu et une loi a été adoptée cet été à la quasi-unanimité. Et je veux saluer le travail de concertation mené par Christophe Béchu. Il faut maintenant que cette loi d'assouplissement se mette en œuvre dans chaque territoire et vous offre un cadre qui tienne mieux compte de vos spécificités. Dans les prochains jours, les textes d'application seront publiés et les préfets vous présenteront cette nouvelle manière de mettre en œuvre nos objectifs de sobriété foncière. Toutefois, j'en ai bien conscience, tout n'est pas réglé. Les maires ruraux le savent bien, nous devons continuer le travail sur le modèle économique de la sobriété foncière. Nous devons adapter la fiscalité aux nouvelles exigences de lutte contre l'artificialisation.
J'ai bien entendu la proposition de l'AMF. Nous souhaitons avancer avec vous rapidement sur ce sujet. Mesdames et messieurs les maires, je vous l'ai dit, notre travail repose sur la confiance. Et la confiance, c'est aussi faire le choix des libertés locales. Monsieur le Président Lisnard, comme vous, j'y suis profondément attaché. Lors des rencontres de Saint-Denis autour du Président de la République, un point d'accord a émergé autour d'une idée forte. Vous donner plus de pouvoir d'agir. Aujourd'hui, tous les élus locaux que je rencontre me le disent, vos projets sont entravés par des procédures trop lourdes. Vous êtes freinés par des normes nationales qui imposent trop souvent les moyens à employer plutôt que les objectifs à atteindre, qui ignorent de ce fait les spécificités locales qui sont parfois contradictoires entre elles. Les conséquences, vous les connaissez, une trop grande complexité et des délais trop longs qui ne vous permettent pas toujours de réaliser au cours de votre mandat les projets que vous portez. Cela crée des tensions et de la frustration. Cela instille un doute dans l'esprit de nos concitoyens sur la capacité des pouvoirs publics à agir. Un doute qui nourrit l'abstention et pousse à se tourner vers les extrêmes. Aussi, nous devons rendre l'action publique plus simple, plus lisible et plus efficace. Notre premier enjeu, c'est de permettre un dialogue renforcé et continu entre l'État et vous. J'ai entendu la proposition du Sénat d'instaurer des conférences départementales de dialogue entre les élus locaux et les préfets. L'État ne doit pas apparaître comme une machine froide qui vous rappelle les normes applicables. L'État doit être un facilitateur et vous aider à réussir vos projets. Pour y parvenir, vous n'attendez pas un énième dispositif qui, sous couvert de simplification, viendrait à nouveau vous faire perdre du temps et créer de la complexité. La solution, nous la connaissons, miser sur le couple maire-préfet. J'ai été préfète, je sais combien il est précieux. Et ces dernières années encore, face aux crises, nous avons vu qu'il permet de déplacer des montagnes et d'avancer, même face aux pires difficultés. Je veux consolider le couple maire-préfet et renforcer l'État déconcentré, lui donner davantage de capacité à trouver avec vous les bons moyens pour atteindre les objectifs. En outre, l'État ne peut pas avoir plusieurs représentants dans un département. Le préfet est le visage de l'État, son représentant unique et le garant de la cohérence de toutes ses politiques publiques. Cela vaut pour les services de l'État comme pour ses agences. J'ajoute que nous voulons également avancer vers davantage de décentralisation. C'est le sens de la mission confiée à Éric Woerth, dont les conclusions doivent être rendues au mois de mai. Bien sûr, il s'appuiera sur les travaux réalisés, les vôtres, ceux du Sénat, pour redonner aux élus locaux leur pouvoir d'agir. Vous serez pleinement associés pour passer rapidement aux actes. Il sera notamment chargé, Éric Woerth, de proposer une voie pour vous donner plus de prévisibilité pour vos moyens. C'est l'une de vos attentes fortes, nous voulons y répondre. C'est grâce à ces mesures que nous pourrons être plus efficaces, c'est grâce à ces décisions que nous pourrons vous faciliter la vie. Mais si vous donnez des marges de manœuvre supplémentaires est impératif, ça n'est pas encore suffisant. Vous donner les moyens d'agir, c'est aussi améliorer les conditions d'exercice de vos mandats et renforcer le statut de l'élu. Aujourd'hui, le mandat de maire est devenu plus compliqué, il vous expose à plus de risques, il vous demande plus de temps et d'énergie. Au début du mois, la ministre Dominique Faure a réuni près de 400 élus locaux lors de la Convention nationale de la démocratie locale. Cette concertation a permis d'évoquer le fonctionnement quotidien des collectivités et des intercommunalités, l'articulation du mandat avec la vie personnelle et professionnelle, le niveau des indemnités ou encore la formation des élus locaux. Il nous appartient maintenant de traduire ces propositions en actes.
En lien avec vous et avec les parlementaires, dont plusieurs ont déposé des propositions de loi, j'ai demandé à Dominique Faure de faire aboutir ces travaux au premier semestre 2024. D'ores et déjà, je vous annonce que la dotation pour l'exercice des mandats locaux sera augmentée de près de 15 millions d'euros l'année prochaine. Cela permettra notamment de mieux indemniser les élus des petites communes rurales. J'ajoute que dans vos missions, vous êtes entourés au quotidien des agents municipaux qui font vivre nos communes et répondent aux besoins de nos concitoyens. Et j'ai une pensée particulière pour les secrétaires de mairie, chevilles ouvrières de nos communes. Avec le ministre Stanislas Guerini, nous avons travaillé avec vous et je me réjouis que la proposition de loi pour revaloriser leurs fonctions ait été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale comme au Sénat. C'est aussi cela le témoignage de notre reconnaissance. Vous donner les moyens d'agir, c'est enfin et naturellement vous donner des moyens financiers. Au moment d'évoquer cette question, je veux avoir une pensée pour Pierre Breteau, maire de Saint-Grégoire, membre du bureau de l'AMF et coprésident de sa commission finances qui nous a quittés le mois dernier. Il était un élu passionné et constructif, un connaisseur fin des finances publiques locales et avec vous, je veux lui rendre hommage. Mesdames et messieurs les maires, toutes et tous, vous m'avez parlé des contraintes qui pèsent sur vous, de ce sentiment de toujours devoir en faire plus et de cette crainte de ne pas avoir les moyens pour y arriver. Le budget présenté par mon gouvernement est un budget d'augmentation claire et nette des moyens de nos collectivités. En 2024, grâce à l'extension du fonds de compensation de la TVA, grâce à la pérennisation du fonds vert, grâce à des niveaux élevés pour les dotations de soutien à l'investissement local, nous allons accompagner vos projets à hauteur de 12 milliards d'euros, c'est-à-dire près d'un quart de l'investissement local. L'année dernière, nous avons augmenté la DGF pour la première fois depuis 13 ans. Grâce à cela, la quasi-totalité des communes ont vu leur DGF rester stable ou progresser en 2023. Cette année, nous avons décidé de continuer sur cette voie. Je pense aux communes nouvelles qui conserveront le bénéfice de leur montant de DGF. De plus, le projet de loi de finances pour 2024 prévoit une nouvelle hausse de la DGF pour les communes. Comme vous l'avez demandé, nous irons plus loin encore pour vous soutenir. Aussi, je vous annonce que j'ai décidé d'augmenter la DGF des communes de 100 millions d'euros supplémentaires. La hausse atteindra donc 320 millions d'euros l'année prochaine. Vous l'avez souhaité, nous le faisons. En 2024, la DGF des communes augmentera au même rythme que l'inflation. Pour les années à venir, comme l'a annoncé le Président de la République hier, nous devons refondre la DGF. Au fil du temps, elle est devenue de plus en plus complexe et de plus en plus incompréhensible pour les communes. Il faut un système juste et clair. C'est la mission du Comité des finances locales qui devra relever ce défi dont nous mesurons tous l'ampleur. De plus, comme vous l'aviez souhaité, Monsieur le Président du Comité des finances locales, le gouvernement continuera à aider les collectivités face au coût de l'énergie. L'amortisseur du prix de l'électricité sera maintenu en 2024. Je voulais dire un mot également de nos communes des Outre-mer. Beaucoup connaissent des difficultés spécifiques qui imposent une réponse adaptée. C'est pourquoi nous sommes à leur côté pour les accompagner dans le cadre de contrats pluriannuels qui permettent un appui technique et financier de l'État. Enfin, je connais les fortes attentes des élus ruraux à propos des zones de revitalisation rurale. Vous le savez, nous avons engagé une réforme qui fusionne 3 zonages existants pour redynamiser et rendre plus attractif leur territoire.
Je sais que certains craignent de perdre le bénéfice de ce dispositif, alors même qu'il est essentiel pour le bon déploiement de nombreuses politiques publiques en zone rurale. D'une part, je vous annonce que nous portons au Sénat une évolution de notre projet pour faire entrer dans le zonage 4000 communes de plus que prévu initialement. Nous y parviendrons en assouplissant le critère de revenu. Par ailleurs, nous prendrons mieux en compte la situation spécifique des communes de montagne. D'autre part, aucune entreprise ne perdra les droits acquis à ces exonérations fiscales sur toute la période prévue initialement. Avec cet outil adapté, nous pourrons ensemble dessiner des perspectives de développement nouvelles pour nos territoires ruraux. Mesdames et messieurs les maires, sur ces fondements, je vous propose de continuer à avancer ensemble dans les mois qui viennent. Et je crois que parmi les défis qui nous rassemblent se trouve la question des services publics. Je suis élu d'un territoire rural et je connais bien vos inquiétudes sur leur présence et leur qualité. Je sais ce que cela représente pour la vitalité d'une commune, pour la vie des Françaises et des Français. C'est pourquoi j'ai fait de l'amélioration des services publics une des priorités de l'action de mon gouvernement. En un an, nous avons déjà montré notre capacité à agir ensemble. Je pense à notre action commune et aux moyens renforcés décidés par l'État pour réduire les délais des rendez-vous et de délivrance des titres d'identité. Grâce à notre mobilisation conjointe, nous sommes passés de 70 à 15 jours de délai pour prendre rendez-vous. Je pense à notre action pour les zones rurales et j'ai présenté cet été le plan France Ruralité qui place la question des services publics en son cœur. Je pense au plan Quartier 2030 pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville, porté par la secrétaire d'État Sabrina Agresti-Roubache. Là encore, il s'agit de renforcer l'accès et la qualité des services publics essentiels, en premier lieu l'école. Je pense aussi au service public de la petite enfance, dont nous avons défini ensemble les nouveaux contours. Il permettra de créer 200 000 places d'accueil d'ici 2030. Ce résultat, c'est le fruit de plusieurs mois de travaux et d'échanges menés par la ministre Aurore Bergé avec les maires, les parlementaires, les professionnels et la société civile. C'est une réponse concrète et attendue par nos concitoyens. Ce sont aussi des moyens à la hauteur, puisque 6 milliards d'euros supplémentaires seront mobilisés pour la petite enfance par la Caisse nationale des allocations familiales. Mais je sais que certains défis perdurent. La santé d'abord. C'est une préoccupation majeure des Français. C'est pour beaucoup une source d'inquiétude quand on sait que le médecin approche de la retraite, quand on doit faire des kilomètres et attendre parfois des semaines pour avoir un rendez-vous chez un spécialiste. Ce combat, je sais que vous le partagez, et c'est aussi celui de mon gouvernement. Avec le ministre Aurélien Rousseau et Agnès Firmin-Le Bodo, nous sommes déterminés. Beaucoup de mesures ont d'ores et déjà été prises. Pour régler le problème à la racine, nous augmentons le nombre d'étudiants en médecine. Nous renforçons la coopération entre les professionnels de santé et permettons de déléguer certains actes. Je pense par exemple aux certificats de décès qui pourront désormais être établis par les infirmiers. D'ici fin 2024, 10 000 assistants médicaux auront été déployés auprès des médecins libéraux partout sur le territoire. Ils permettront aux médecins de se concentrer pleinement sur leurs patients. Et si le nombre de maisons de santé a déjà doublé depuis 2017, passant de 1 000 à plus de 2 200, nous en visons 4 000 partout en France d'ici la fin du quinquennat. C'est concret, chaque maison de santé, c'est 600 patients de plus pris en charge chaque année. Mais vous le savez, pour réussir l'accès aux soins, il faut aussi renforcer l'attractivité des métiers. Là encore, nous avons agi, notamment avec des revalorisations de rémunération sans précédent ou une meilleure reconnaissance du travail de nuit et les week-ends. Mais au-delà des métiers, nous devons veiller collectivement à ce que chaque territoire soit attractif. Je vous propose donc de travailler ensemble dans les prochaines semaines pour mettre au point des pactes territoriaux afin d'accompagner les professionnels de santé. Logement, accès aux crèches, emploi du conjoint, sécurité, transport,
C'est ensemble que nous pourrons attirer les soignants et leur donner envie de s'installer dans nos territoires. Autre enjeu dont je voulais parler avec vous, la sécurité. Là encore, c'est une attente forte de nos concitoyens. Nous mobilisons des moyens sans précédent. Après avoir créé 10 000 postes de policiers et de gendarmes lors du précédent quinquennat, avec Gérald Darmanin, nous allons en créer 8 500 de plus d'ici 2027. Et le mois dernier, le président de la République a annoncé le déploiement de 239 brigades de gendarmerie à travers tout le territoire, dans l'Hexagone comme dans les Outre-mer. Mais je sais également tout le rôle joué par les polices municipales au quotidien. Les polices municipales sont déterminantes et elles l'ont encore montré lors des violences urbaines de cet été. Je veux leur rendre hommage, leur action a été essentielle. Aussi, comme je l'ai annoncé à la Sorbonne le 26 octobre, devant les maires des communes touchées par les émeutes, je vous propose de franchir une nouvelle étape. Pour les maires qui le souhaitent, et beaucoup d'entre vous nous ont déjà sollicités, nous allons permettre à certains de vos policiers municipaux d'accomplir des actes de police judiciaire sous le contrôle des parquets. Il s'agit de leur donner les moyens d'agir plus efficacement contre la délinquance du quotidien. La sécurité est un défi collectif, c'est ensemble que nous allons le relever. Enfin, je tenais à évoquer la question du logement. Vous le savez mieux que quiconque, nous traversons aujourd'hui une crise du logement et nos concitoyens s'inquiètent de pouvoir accéder à un logement abordable. Là encore, le gouvernement agit et j'ai eu l'occasion d'annoncer de nouvelles mesures la semaine dernière à Dunkerque. Mais nous avons besoin d'avancer tous dans le même sens pour répondre à cette crise. Je mesure combien vous êtes sollicités au quotidien par celles et ceux qui cherchent un logement. Je sais aussi que le logement est l'exemple même de ces politiques publiques où les compétences et les interventions s'intriquent au point que l'on ne sait plus à la fin qui est responsable de quoi. Alors nous porterons au printemps un projet de loi de décentralisation des politiques de l'habitat. Nous voulons vous donner de nouveaux leviers, par exemple pour l'encadrement des meublés de tourisme, la maîtrise du foncier ou encore pour les attributions de logements sociaux. Le ministre Patrice Vergrit commencera les concertations sur ce sujet dès la semaine prochaine. Mesdames et messieurs les maires, les défis à venir sont immenses. J'en ai évoqué certains, d'autres nous attendent. Je pense notamment aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024, dont l'organisation mobilise déjà certains d'entre vous et qui seront une grande fête pour l'ensemble du pays. En réalité, dans tous les domaines, la France est plus forte grâce à ses communes, plus forte grâce au travail, à l'engagement, au dévouement de ses élus locaux. C'est ensemble, et ensemble seulement, que nous pourrons écrire l'avenir. Ensemble, que nous apporterons aux Françaises et aux Français les réponses et la protection qu'ils attendent. Ensemble, que nous pourrons assurer la cohésion nationale, alors que certains tentent de la fissurer, d'attiser les rancœurs et les violences, d'opposer les Français entre eux. Alors devant vous, j'ai voulu porter un message clair. À vos côtés, le gouvernement répondra toujours présent. Nous serons là pour vous accompagner, vous aider, pour permettre à vos initiatives et à vos projets d'aboutir, pour répondre à vos difficultés et aux préoccupations de nos concitoyens. Ensemble, portés par le seul intérêt général, par la volonté d'agir, nous avancerons et améliorerons le quotidien des Françaises et des Français. Vive les maires et les communes de France, vive la République, vive la France. La